Facebook est le réseau social le plus adopté dans le monde en termes de création de profil. Mais par contre, c'est pas forcément celui où les gens passent le plus de temps. Et puis après, les autres, on va pas en parler là. L'idée, ce n'est pas de détailler ces statistiques, mais vraiment, surtout de les avoir en tête pour la suite. Alors, concernant la façon dont les choses se sont mises en place et dont les prises de conscience, surtout à l'intérieur des entreprises, ont évolué, il y a un cas d'école dont vous avez peut-être entendu parler et qui est toujours intéressant de rappeler, c'est celui de Nestlé, parce que c'est un cas d'école vraiment typique de ce bouleversement et de la façon dont il s'est imposé, y compris aux plus grandes marques. On est en 2010, Nestlé est déjà le géant de l'agroalimentaire que vous connaissez, et il est déjà attaqué sur le thème de l'huile de palme, notamment au travers de marques comme KitKat, par des associations comme Greenpeace. Et donc là, on a Greenpeace donc, qui fait, donc le visuel que je vous ai mis là est un visuel qui est extrait d'une vidéo qu'a fait Greenpeace et que Greenpeace a diffusé sur YouTube à l'époque, hein, puisque à l'époque, le Facebook diffusait très peu de vidéos. C'est arrivé 5 ans plus tard. Donc, Greenpeace fait cette vidéo où on voit, alors c'est une vidéo un peu violente, où on voit quelqu'un qui ouvre un KitKat et en fait, au lieu que ce soit une barre chocolatée, c'est le doigt d'un orang-outan. Et donc, voilà, cette vidéo était donc assez violente pour l'image de Nestlé. Et donc, Nestlé, c'était à l'époque vraiment le géant intouchable avec un service juridique très, très appuyé. Voilà, il craignait absolument pas aucune rumeur, quelle qu'elle soit. Ce qui fait que dans la façon dont ils ont géré cette petite crise, parce qu'en en fait, Greenpeace, la vidéo de Greenpeace est restée assez anecdotique, mais dans la façon dont ils l'ont géré, ils ont fait preuve vraiment de beaucoup d'autoritarisme. Ils ont fait un petit peu des menaces aux internautes récalcitrants. Et du coup, la mayonnaise a pris. Et au lieu d'éteindre le feu, ils ont jeté de l'huile dessus. Et une vidéo qui serait peut-être restée limitée en termes d'audience aux adhérents de Greenpeace est devenue d'un coup quelque chose d'énorme et qui a pris beaucoup de proportions. Ça a été relayé dans les médias, etc. Donc, Nestlé a même vu, ça va un peu vite, Nestlé a même vu son cours en bourse affecté par cela. Ils ont eu affaire à un des premiers bad buzz internationaux de l'histoire des réseaux sociaux. Et ils ont, même sous la pression, comme ils n'arrivaient plus à gérer les commentaires négatifs, ils ont carrément fermé leur page et ils ont dû essuyer voilà, beaucoup d'attaques plus ou moins frontales, et notamment via Internet. Suite à ça, ça a été vraiment un événement qui a été fondateur pour eux, puisque là, je vous ai mis une photo d'une page d'une salle de leur siège à Vevey, où en fait, une salle qui est entièrement consacrée à leur e-réputation. Donc, ce qu'on appelle l'e-réputation, c'est le fait d'être au courant en temps réel de tout ce qui se dit sur leur marque. Alors, eux, ils en ont énormément de marques. Être au courant en temps réel de tout ce qui se dit sur leurs différentes marques sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et donc, ils peuvent, grâce à ce dispositif énorme qu'ils ont mis en place suite à cet événement de KitKat, à savoir en temps réel ce qui se dit et comment y répondre. Donc ça a été, si vous voulez, je vous le raconte pourquoi. Alors, c'est certainement déconnecté des problématiques auxquelles nous, on a affaire dans nos entreprises qui ont des tailles bien plus petites que celles de Nestlé, mais c'est quand même un virage dans la prise de conscience, parce qu'il a fallu que ça remonte aussi haut pour que, par ricochet, dans les entreprises périphériques et surtout dans les strates économiques périphériques, on prenne conscience que les réseaux sociaux avaient ce pouvoir de nuisance. Qui peut le plus, peut le moins. Si on peut à un moment donné faire vaciller un géant comme Nestlé, alors n'importe quelle entreprise est vulnérable
par rapport à ce qui peut se dire, par rapport à la traîne de poudre qui peut se répandre sur les réseaux sociaux. Ce qui est valable pour Nestlé ne l'est pas pour chacun d'entre nous, je viens de le dire. Par contre, il reste que chaque marque a ses propres codes, a ses propres repères et à sa propre colonne vertébrale, on va dire. Et donc, pour mettre en place une communication justement qui permette d'éviter les écueils dont on vient de parler et que Nestlé a subi en 2010, le plus important, c'est déjà de bien définir ce qu'est sa marque, sa propre marque. Ça passe par, alors on ne va pas aujourd'hui décortiquer et faire le petit kit de la stratégie de marque, mais en tout cas, il y a quand même plusieurs points qu'il faut prendre en compte. Chaque marque se définit à la fois par son histoire, donc ça c'est important. L'entrepreneur ou l'entrepreneur sont forcément des maillons essentiels de l'identité d'une entreprise, par le secteur ou les secteurs dans lesquels ils évoluent, le type de produits ou de services qu'ils vendent, le type d'ambition aussi. Forcément, une start-up qui a une volonté de marché international ne va pas avoir la même identité de marque et ne va pas construire la même stratégie de communication qu'une TPE ou une PME dont le marché reste régional. Et puis, il y a bien évidemment tout ce qui concerne les valeurs, sur lesquelles on passe peut-être parfois un peu vite, mais qui restent quand même importantes dans la façon dont on conçoit le développement de son entreprise. Donc, une fois que ce travail-là est fait, une fois que donc l'identité est circonscrite, ce qui est important et ce qui va être important, et là encore, je parle de n'importe quelle entreprise. Hein, après, forcément, plus le domaine va être sensible, plus on va travailler sur tel ou tel point. Mais par contre, ça, c'est valable pour la totalité des entreprises et des structures. Mais bon, aujourd'hui, on parle d'entreprise. Une fois qu'on a creusé l'identité, on va pouvoir travailler sur les lignes éditoriales. Donc, en fait, c'est-à-dire sur quel point de mon entreprise, sur quel point de son identité, moi, j'ai envie de communiquer, comment je vais le faire, par quel biais. Ensuite, on va sélectionner les médias sociaux qui correspondent aux différentes cibles dont on veut parler. Donc, vous savez déjà pour la plupart que, par exemple, LinkedIn, c'est le réseau social de prédilection pour tout ce qui concerne le B2B. Instagram va être plus pour tout ce qui concerne les aspects visuels. Enfin, en tout cas, lorsque l'activité a une dimension ou plusieurs dimensions visuelles. Facebook va plutôt permettre de gérer l'image grand public. Twitter va plutôt permettre de gérer tout ce qui concerne les problématiques de notoriété médiatique et ou décideur. YouTube, c'est la vidéo, en tout cas, c'est un outil de référencement des vidéos. Et puis, certains d'entre vous ont peut-être été sur TikTok à la faveur du dernier confinement, puisque c'est pendant ce moment-là que TikTok a pris beaucoup d'essor. Et donc, voilà, c'est un réseau social aussi qui est en train de monter en flèche. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra en parler tout à l'heure aussi. Donc, une fois que ces outils de diffusion sont sélectionnés, on peut ensuite travailler sur le type de contenu que l'on va mettre en place. Donc, voilà, on part de l'identité, on définit des lignes éditoriales un petit peu comme dans n'importe quel média, hein, c'est-à-dire que là, l'entreprise devient son média, comme je l'ai dit dans le titre de la partie. Donc, de la même façon qu'une rédaction, la rédaction de l'équipe va travailler sur une ligne éditoriale sportive avec différents sports traités, mais vous, en fonction de l'identité de votre entreprise, vous allez travailler vos lignes éditoriales via les canaux de diffusion que vous choisissez en créant les contenus adéquats. Alors là, on va se rapprocher un petit peu plus des problématiques pointilleuses justement et du fait que du thème réel de notre vision aujourd'hui. Est-ce qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux quand on est en entreprise? Donc là, il y a un autre cas d'école que je voulais vous soumettre qui est très intéressant. C'est celui de Justine Sacco, qui donc était, alors là pour le coup en plus, ce qui a donné de la résonance à son cas, c'est qu'elle était aussi directrice de communication. Elle était directrice de communication d'un grand groupe international qui à l'époque possédait
par exemple les sites de contact comme Match, Mythique, etc. Et donc, Justine Sacco a été sur Twitter. Elle avait 170 abonnés exactement, donc c'est pas non plus une audience énorme. Mais dans sa biographie, elle avait marqué qu'elle était justement directrice de communication du groupe en question. Et elle prend l'avion, je crois que c'était à New York ou à Washington, et elle prend l'avion pour aller en Afrique du Sud où elle devait remplir une mission. Et juste avant de prendre l'avion, elle tweet ce tweet, enfin c'est la traduction du tweet qu'elle a fait. Alors elle a expliqué après coup que c'était un peu une boutade et qu'elle avait l'habitude, justement dans sa ligne éditoriale personnelle, d'être un peu provocatrice avec sa communauté. Sauf que cette fois-là, alors est-ce que c'est via un hashtag ou autre chose, il y a un journaliste qui lui avait 15 000 abonnés, qui a vu passer son tweet, c'est pas passé pour lui, et il l'a retweeté en faisant un petit commentaire caustique sur le fait que forcément c'était plus que borderline. Et donc suite à ça, cette personne prend l'avion, donc elle met son portable en mode avion, et quand elle atterrit en Afrique du Sud 7 heures plus tard, en fait, son employeur avait été mis au courant et elle était déjà virée. Il y avait eu un article sur elle et sur son tweet dans le Washington Post, dans le New York Times. Donald Trump, qui à l'époque était encore loin de la Maison Blanche, mais avait tweeté sur son cas, donc avait aussi donné de la résonance à ce qu'elle avait fait. Et donc, quand elle a atterri, qu'elle a rallumé son portable, elle n'avait plus de travail, sa famille était fâchée contre elle. Elle a été une star dans le mauvais sens du terme dans la plupart des journaux nationaux et internationaux. Voilà. Donc, en fait, c'est aussi devenu un cas d'école, si vous voulez, pour dire que lorsque on est sur les réseaux sociaux, bon, forcément, on est responsable de ce qu'on dit, mais en plus, cela prend des proportions d'autant plus grandes lorsqu'on le fait avec l'étiquette d'une entreprise. Donc ça, je vous le dis pourquoi, parce que encore maintenant, on voit parfois passer des biographies sur Twitter ou ailleurs, mais c'est surtout vrai sur Twitter, où on voit la mention ce que je tweete n'engage que moi. Alors que juste en dessus, il y a écrit que j'occupe tel poste dans telle entreprise. Donc ça, c'est absolument incompatible. À partir du moment où vous vous définissez sur un réseau social ou sur une page internet que vous gérez comme appartenant à telle ou telle structure, vous engagez en termes d'image forcément l'entreprise. Et ça, je pense que Maître Vino nous en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc là-dessus, les quelques conclusions justement que je voudrais en tirer par rapport aux entreprises que vous représentez ou que peut-être vous gérez. Déjà, la première chose à faire en termes de communication, hein, moi je me place bien sur la question de la communication, ça va être déjà de garder tout le temps un œil sur son e-réputation. C'est-à-dire en gros, alors là vous avez des outils qui existent, hein, moi j'utilise par exemple un outil qui s'appelle Mention, enfin Mention, mais c'est un outil anglophone qui en fait permet tout simplement de savoir en temps réel ce qui se dit sur votre nom ou sur le nom de votre entreprise et donc de garder un œil un petit peu sur les enjeux à ce niveau-là. Ensuite, la deuxième chose à faire pour éviter les mauvaises surprises, ça va être de mettre en place forcément une stratégie de communication qui va être cohérente. Qu'est-ce qu'on entend par cohérente? Et justement, un petit peu ce que j'ai passé en revue tout à l'heure, c'est-à-dire arriver à prendre en compte à la fois de façon cohérente votre identité, vos objectifs, à mettre en place des contenus qui vous ressemblent, qui répondent aussi aux exigences de vos valeurs. Tout cela pour réussir derrière à communiquer et à ce que l'image que vous voulez transmettre soit justement celle qui soit aussi perçue par les autres. La formation va être très importante. Là, je sais que parmi nous, par exemple, je crois qu'il y a des gens de BEA informatique. Je sais que BEA informatique s'intéresse beaucoup à la cybersécurité. C'est la même chose à ce niveau-là. De la même façon qu'il y a des risques en cybersécurité et que le premier outil, c'est la formation des gens en interne. Pour les problèmes de communication, même si forcément, d'un point de vue technique, c'est différent, eh bien, en fait, la formation va être tout aussi essentielle pour éviter les couacs.
parce qu'on va justement former les employés concernant leurs responsabilités, concernant les conséquences de tel ou tel type de prise de parole, et ça va permettre d'éviter les mauvaises surprises. Le fait aussi d'avoir une stratégie de communication cohérente, ça va permettre de favoriser les relais. Qu'est-ce que j'entends par favoriser les relais? C'est-à-dire qu'en gros, on va montrer à ses employés que l'entreprise met en place une stratégie de communication qui est aussi à leur service. Une fois que vous savez parler avec le mot juste des valeurs qui sont les vôtres, du type de travail que vous faites, vous rendez quelque part fiers les employés qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise de ce qu'ils font au quotidien. Ils sont contents de montrer, d'avoir leur entreprise qui sait bien parler de ce qui occupe leur journée. Et donc, ils vont devenir un relais par rapport à ça. Donc, une stratégie de communication cohérente, c'est aussi le meilleur moyen de favoriser une prise de parole vertueuse de la part des personnes qui travaillent avec vous. Il y a cette citation d'Aristote que je dis souvent dans le cadre des réseaux sociaux, la nature a horreur du vide. C'est la même chose en communication. Si vous ne savez pas bien parler de votre propre entreprise, vous courez le risque que ce soit vos employés qui le fassent, mais de façon un petit peu décousue, sans forcément prendre en compte tous les paramètres que vous avez en tête et qui sont naturellement les vôtres en tant que dirigeante ou dirigeant ou cadre, parce que c'est aussi valable pour les cadres. Et donc voilà, une stratégie de communication cohérente, ça favorise les relais et ça favorise du coup la perception au juste niveau de la structure que vous dirigez. Enfin, si le secteur notamment est sensible, je l'ai mis entre parenthèses, mais disons que quand le secteur est sensible, c'est pratiquement obligatoire, enfin pas obligatoire par la loi, mais par le bon sens, mais c'est valable aussi pour d'autres types de structures. Vous pouvez mettre en place une charte réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une charte réseaux sociaux? C'est en gros une forme d'extension du règlement intérieur de l'entreprise qui concerne spécifiquement les réseaux sociaux et qui donc définit la façon dont chaque personne dans l'entreprise doit veiller sur l'image de l'entreprise qui véhicule via ses réseaux sociaux et doit aussi être alerté sur ses propres prises de parole lorsqu'il représente l'entreprise dans le cadre de ce que j'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est sur un profil où il est fait mention du fait qu'il appartient à telle structure. Enfin, l'interaction, et c'est ce qui va faire un petit peu la transition avec l'intervention de Monsieur Vino, de Maître Vino. Forcément, une stratégie de communication cohérente, c'est aussi celle qui se place dans le cadre du droit du travail. Et donc, c'est là où Maître Vino va nous en dire un peu plus à ce niveau-là. Cher Maître, je vous laisse la parole. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est une intervention qui, pour moi, appelle un certain nombre de réflexions. Pourquoi? Parce que on est dans un monde connecté, clairement. On est dans un monde interactif. On est dans un monde où la personne du salarié n'est plus mise dans une case unique. Et comme le dit à juste titre Stéphane Ozil, le salarié devient aussi, par son interaction sur les réseaux sociaux, par son activité sur les réseaux sociaux, il peut devenir l'ambassadeur de l'entreprise. Et ce que disait Stéphane, c'est intéressant et moi, ça m'a interpellé dans le sens où Stéphane disait lorsqu'il représente l'entreprise, lorsque le salarié représente l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est vrai qu'avec le prisme droit du travail, c'est une multitude d'interactions et c'est une multitude de règles qui viennent se télescoper. La première des règles, c'est qu'effectivement, on a tendance à dire que l'entreprise, c'est un espace de vase clos, c'est un espace de milieu fermé dans lequel le salarié va avoir une fonction, va avoir un rôle à jouer, et je ne vais pouvoir reprocher par principe que demain des manquements qui relèvent de ses fonctions et qui relèvent de son activité professionnelle. Quid de l'activité personnelle et quid de cette notion d'ambassadeur? Parce qu'effectivement, être ambassadeur de l'entreprise,
On a tout de suite l'image d'Épinal, c'est Jérôme de Carglass, qui va faire la pub sur Carglass, qui va représenter son entreprise, qui va en être le fleuron. Et en gros, c'est la publicité qui vient télescoper la vraie vie de l'entreprise et on met en avant le salarié. Donc la première des choses, là-dessus, c'est une communication qui est organisée. Donc ça veut dire communication organisée, donc ça veut dire que dans les fonctions du salarié, on a une activité qui vient se greffer sur cette activité technique, qui est l'image de l'entreprise. Donc cette image, elle est organisée. Parce que bien évidemment, le salarié a un droit à l'image. Et bien évidemment, le salarié pourra s'opposer ou devra autoriser le fait que son image soit diffusée. Mais là, je dirais que je suis dans une communication organisée dans le fait qu'effectivement, mon salarié est un véritable ambassadeur. Après, je vais avoir mon salarié qui va être l'ambassadeur de l'entreprise, on va dire un ambassadeur volontaire, spontané et à titre personnel. C'est-à-dire la personne qui va mettre en avant dans le cadre privé, dans le cadre de sa vie privée, son entreprise, sa fonction, le développement de l'activité, etc. C'est la communication que le salarié va organiser tout seul, sans qu'il y ait une stratégie de communication d'entreprise. Et là, effectivement, dans le cadre du droit du travail, ça pose plusieurs questions. C'est un, est-ce que je suis bien dans le cadre d'une vie privée? Deux, est-ce que je suis dans le cadre d'une activité personnelle du salarié ou est-ce que je suis dans le cadre d'une activité organisée? Et là, je vais avoir le prisme droit du travail et le prisme durée du travail. Si je demande au salarié d'organiser cette communication, même dans le cadre de sa vie personnelle, je vais rentrer dans un droit à la déconnexion, certes, je vais rentrer dans le cadre d'un certain nombre de contrôles, sauf que je rentre dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur. J'organise la communication, je demande à des salariés de mettre en place cette communication d'entreprise à titre personnel. Quid de la notion de temps de travail effectif? Le temps que le salarié passera devant son ordinateur à organiser cette communication à ma demande, dans le cas de mon pouvoir de direction, ça peut être effectivement considéré comme du temps de travail effectif. Et ça peut rentrer aussi dans le cadre du droit à la déconnexion, à ne pas oublier. Troisième élément, c'est la communication qu'organise le salarié tout seul comme un grand, sans que je la maîtrise, sans que je la demande et sans que je fasse quoi que ce soit. Et là, je touche à la vie personnelle. Et là, je touche à la vie personnelle du salarié. Et bien évidemment, je touche aussi à la liberté d'expression. Parce que je ne peux pas maîtriser totalement la liberté d'expression du salarié et je ne peux pas contrôler ce que va dire mon salarié dans un cadre personnel. Donc, je suis dans cette configuration-là, un peu plus gêné aux entournures, parce que ne pouvant maîtriser ce que va dire mon salarié, il faudra que cette communication, qui reste une communication dans sa vie personnelle, ne soit pas fautive et n'intègre pas la notion de comportement déloyal, puisque le salarié, au-delà de son temps de travail, a un devoir de loyauté vis-à-vis de son employeur et vis-à-vis de son entreprise. Donc si effectivement j'ai un comportement déviant, je ne pourrai interagir et le sanctionner que dans l'hypothèse où ce comportement personnel, qui serait une critique, qui serait du dénigrement, qui serait un comportement fautif, serait analysé comme un manquement au devoir de loyauté. Le devoir de loyauté, c'est l'exécution du contrat de bonne foi et c'est le fait pour le salarié de ne pas mettre en place des agissements qui soient contraires à l'intérêt de l'entreprise. Le problème, c'est que c'est une appréciation du juge du fond et que mon pouvoir disciplinaire sera toujours lié à cette interconnexion entre vie personnelle, vie privée et vie professionnelle. Donc, ce n'est pas aussi évident que ça. C'est encore moins évident quand on est sur ce type de réseaux sociaux du style Facebook, etc., et qu'on se retrouve dans des groupes privés. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation vient dire d'un côté, je protège la liberté d'expression de mon salarié, et deuxièmement, je protège la vie privée. Et protéger la vie privée du salarié, c'est le fait de dire, par exemple, eh bien, l'employeur qui va récupérer des éléments critiques de son salarié, éléments critiques qui sont faits dans un cadre personnel, c'est-à-dire dans un groupe fermé, et si l'employeur obtient ces éléments par un stratagème, l'obtention de ces éléments par un stratagème en fait un mode de preuve illicite, ce qui fait que je ne pourrais pas sanctionner et je ne pourrais pas en tirer les conséquences. Par contre, il y a aussi un arrêt qui est un peu plus récent de la fin du mois de septembre, 30 septembre 2020, celui-ci est intéressant, puisque pour la première fois, la Cour de cassation va admettre
qu'on peut licencier un salarié sur la base d'éléments publiés sur son compte privé Facebook dès lors qu'on n'a pas eu recours à un stratagème pour les obtenir et dès lors qu'effectivement, ces éléments ont été obtenus loyalement. Par le passé, on avait la distinction, notamment par rapport à Facebook, sur le fait de dire je suis dans une communication qui n'est pas restreinte et qui n'est pas restée à un groupe, qui n'est pas limitée à un groupe privé. Et là, ça devient de la communication publique. Et moi, je peux effectivement, employeur, le faire constater, en tirer les conséquences et éventuellement sanctionner un comportement qui serait fautif par rapport à ça. Et j'avais d'un autre côté la communication qui était totalement privée, dans un groupe restreint, dans un groupe fermé, même si ce groupe comportait plusieurs dizaines de salariés. Et c'est un petit peu effectivement le cas que Stéphane nous a présenté tout à l'heure. Et là, la Cour de cassation dit, au jour d'aujourd'hui, si effectivement j'obtiens ces informations, même qui relèvent quelque part d'un aspect non public, je vais pouvoir en tirer la conséquence. Sauf que dans ce cadre-là, effectivement, je ne maîtrise pas tout. Et je vais avoir l'aspect disciplinaire des choses, je vais avoir l'aspect exécution de contrat de travail, et je vais avoir l'aspect communication derrière. Et on sait très bien que cette communication peut nous échapper. De la même façon, dans cette communication-là, il faudra organiser les choses. De toute façon, la charte des réseaux sociaux, pour moi, c'est un élément qui est de plus en plus indispensable au jour d'aujourd'hui dans une entreprise qui communique. Pourquoi? Parce que mon salarié d'aujourd'hui n'est pas forcément mon salarié de demain. Et l'autorisation qu'il me donne de communiquer sur son image ne sera pas forcément l'autorisation donnée demain. Jérôme de Carglass, qui vante les mérites de Carglass, s'il est licencié demain pour faute grave, il pourra s'opposer à la diffusion, à la poursuite de la diffusion de son image au nom et pour le compte de l'entreprise parce qu'il n'est plus salarié. Et d'ailleurs, il y a notamment une décision de la Cour de Chambéry, par exemple, qui nous dit un salarié dont le nom et la photo sont restés publiés sur le site internet de son employeur postérieurement à son licenciement pendant environ 6 mois, subit un préjudice qui doit être indemnisé au titre du droit à l'image et le salarié a obtenu 1 500 € de dommages-intérêts. Donc ça veut dire que cette communication, je l'organise, à défaut de pouvoir la maîtriser totalement, je vais l'organiser en amont, toujours pareil. On est toujours sur la même ligne directrice. Organisons les choses en amont. Je vais prendre la photo d'un salarié, je vais prendre une vidéo d'un salarié, je vais déterminer mon mode de communication en partenariat ou en relation avec mes salariés. Je vais l'organiser. Je vais créer une charte des réseaux sociaux. Je vais obtenir l'autorisation de mon salarié de communiquer sur son image. Je vais respecter le droit à l'image et je vais surtout aussi organiser l'hypothèse où demain mon salarié ne le serait plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aurai un délai pour retirer les images? Est-ce que je pourrai continuer à utiliser les images, sachant qu'il y aura toujours cette association de mon salarié qui sera parti avec l'image de l'entreprise, etc., etc., etc. Donc c'est vrai que on est dans un monde de communication, on est dans un monde dans lequel les réseaux sociaux sont extrêmement présents. Je vais avoir ma communication d'entreprise, je vais avoir ma communication d'entreprise avec mes salariés, je vais avoir la communication de mes salariés au profit de l'entreprise, je vais avoir la communication de mes salariés sur mon entreprise, et je peux avoir même la communication de mes salariés contre mon entreprise. Donc tous ces éléments-là, il faut les appréhender pour qu'on ne soit pas en train de gérer uniquement des urgences ou des situations assez désagréables et assez conflictuelles. Hein, donc c'est vrai que on a tout un ensemble de règles qui viennent se télescoper. C'est la règle sur le droit à l'image, c'est la règle sur le respect de la vie privée, c'est la règle sur la durée du travail, c'est la règle sur la communication de l'entreprise, c'est la règle sur l'exécution loyale du contrat de travail, et c'est la règle au jour d'aujourd'hui aussi sur le droit à la déconnexion. Donc, toutes ces règles et toutes ces problématiques-là doivent être intégrées dans cette communication d'entreprise. Donc, ça se travaille, ça s'organise, ça se met en place, et ça se met en place systématiquement, on va dire à l'ancienne, avec des supports écrits. Parce que le support écrit d'aujourd'hui, c'est la preuve de demain. Et la preuve ne servira qu'en cas de contentieux. Tant que je n'ai pas de contentieux, je n'ai pas besoin de preuves, je n'ai pas besoin d'écrit. Sauf que demain, je travaille aussi dans l'hypothèse, toujours hypothétique, d'un contentieux. Donc, au même titre que je mets en place un règlement intérieur pour fixer les règles dans mon entreprise, au même titre que je mets en place une charte informatique pour gérer l'utilisation de l'outil informatique de mon entreprise,
Bah, dès lors que je suis dans une entreprise qui va se lancer dans une communication, dans un développement de son image sur les réseaux sociaux et dans laquelle il peut y avoir des interactions avec le personnel et les salariés, bah, je vais organiser ma communication. Donc je vais aussi, mettre en place ma charte sur les réseaux sociaux, pour le bon usage des réseaux sociaux, pour fixer les règles au départ et puis aussi pour sensibiliser mon personnel à cela. Parce que le personnel n'a pas forcément conscience que, bah, chacune de ces communications peut être involontairement une communication d'entreprise, que lui ne va pas forcément maîtriser ou dont il n'aura pas forcément conscience. Et chacune des communications du salarié peut avoir un impact, sur l'image de l'entreprise et peut, à terme, nuire à l'image de l'entreprise. Donc d'un côté, je vais mettre en place ma communication d'entreprise et cette communication, elle peut être sabordée, même involontairement, par un de mes salariés. On a eu l'exemple tout à l'heure. Donc, organisez les choses, prévoyez, mettez en place les outils, mettez en place, en amont les situations, bah, pour éviter d'être surpris, on va dire lorsque la situation se réalise. C'est un peu le sens de mon propos. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus et bien évidemment, Stéphane et moi sommes, tout à fait ouverts à toutes vos questions, à toutes vos problématiques et à toutes vos interrogations.